bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur les nouvelles marquantes de la dernière semaine. À l'affiche cette semaine, la 4e semaine des Journées de la persévérance scolaire, donc Anne-Marie Picard du Creval nous en parle. Pierre-Luc Belrose du Centre régional universitaire de Lanaudière nous parle des nouveaux programmes disponibles dans Lanaudière. Alain Bellumeur a rencontré Guillaume Narbonne, fondateur et président de ULM Québec, pour parler des différents projets en cours et les projets à venir. La corporation Les Enfants de ma rue a fait une conférence de presse pour dévoiler un nouveau programme virtuel. Donc, quelques surprises étaient notamment à l'honneur, dont la nomination de Dave Richer comme porte-parole. Nous avons fait aussi une entrevue avec Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, qui nous parlait de la situation des agriculteurs entourant les quarantaines pour les travailleurs étrangers saisonniers. Il nous parlait aussi des délais dans les cas de fraude en lien avec la PCU et de vaccination. Ariane Cardinal, qui est conservatrice de l'éducation et responsable de l'offre culturelle du Musée d'art de Joliette, vient nous parler de leur réouverture. Donc, on le sait, avec les annonces gouvernementales, les musées ont pu réouvrir. Et on termine cette émission avec une chronique astrologique faite par Xavier Lemire. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles quotidiens et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré. Sur ce, bonne semaine et bonne émission. Oui, le 8 février, la thématique, c'est la conciliation études-travail. On sait que c'est un enjeu. Lanaudière est une région où les étudiants et étudiantes travaillent beaucoup. C'est plus de 50 à la fin du secondaire et plus de 60 au collégial. Donc, plusieurs de ces jeunes-là aussi travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, certains sont soutien de famille, certains ont des enfants. C'est important de les sensibiliser au bon équilibre entre le travail et les études parce que l'important, c'est leur réussite éducative. Donc, on a comme message, c'est le message qu'on lance, c'est ça. C'est important de bien concilier ses études et son travail. Et les employeurs peuvent poser des gestes qui facilitent la réussite éducative. Donc, on lance cette semaine-là le concours Mon boss, c'est le meilleur. Donc, c'est un concours qui est inspiré, là, qui a été créé par le cousin du Creval au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CREPA, et ça invite les jeunes à dénoncer leur employeur qui posent des gestes qui favorisent leurs études. Par exemple, vous me diriez quel genre de geste peut poser un employeur, mais offrir un horaire qui ne dépasse pas 20 heures par semaine, d'adapter aussi les horaires des jeunes selon leur horaire scolaire. Souvent, le saisonnier arrive pendant les périodes d'examen. Les employeurs doivent être conscients de ça. S'informer sur le cheminement scolaire d'un jeune, les encourager dans leur projet scolaire, offrir des bourses d'études, etc. Là, il y en a beaucoup. Là. On veut vraiment, par ce concours-là, sensibiliser les jeunes, mais aussi reconnaître les gestes que posent nos employeurs parce qu'on a des bons employeurs dans la région. Il y a des prix pour les jeunes, il y a des prix pour les employeurs. Pour les employeurs, c'est des entrevues radio, des vidéos corpo. Pour les jeunes, on a une montre Fitbit. Vous pourrez m'expliquer ce que ça fait. Donc, pareil, c'est assez populaire. Des écouteurs sans fil, puis aussi des chèques cadeaux chez Arnois, puis Hamster le papetier. Le concours se déroule du 8 au 19 février et les formulaires pour dénoncer nos employeurs sont sur le site osejeune.org. C'était long, mais c'est un beau concours. C'est la première fois qu'on le fait dans la région. Et avec ça, il y a un outil c'est une réflexion-conciliation. Donc, si des enseignants, des intervenants veulent parler du concours aux jeunes, c'est 6 questions avec des éléments de réponse qui se font à main levée là, dans un groupe. C'est 15-20 minutes et ça a pour but la sensibilisation puis aussi le fait que les jeunes participent au concours. Au niveau de la vidéo, maintenant, on a 2 municipalités qui mettent en œuvre des pratiques favorables à la réussite éducative là, pour soutenir leurs employés étudiants. Donc, ça va être les témoignages des villes de Joliette et de Saint-Lin-les-Laurentides qui vont être diffusés dans cette vidéo. Et enfin, l'outil à expérimenter, mais c'est un outil pour évaluer le temps. Donc, le temps qui est occupé dans chacune des sphères de la vie d'un jeune, donc au travail, les loisirs, le sommeil, les études, parce que c'est beau être sensibilisé,
mais il faut en prendre conscience. Donc, cet outil-là est complémentaire là, aux deux autres. Le trio extra de cette semaine-là, tout est complémentaire et bien ficelé. Dès l'automne prochain, effectivement, il va y avoir de nouveaux programmes dispensés, essentiellement du côté de l'UQTR, juste pour faire un peu la genèse de tout ça. Le Centre régional universitaire de la Naudière, ce n'est pas une université. Par contre, l'organisation a signé des ententes avec 3 universités, dont l'UQTR, l'UQAM et l'Université de Montréal. Actuellement, il y a plus de 20 programmes qui sont dispensés, que ce soit du côté de Joliette, de l'Assomption, Repentigny et Terrebonne. Dès l'automne prochain, notamment 2 bacs en enseignement qui vont être dispensés du côté de l'Assomption. Donc, c'est une bonification parce qu'on trouvait jusqu'à maintenant un certificat. Puis nous, notre volonté, c'est vraiment que les formations soient qualifiantes puis qu'on assure la rétention de nos étudiants parce que quand on a un certificat ou un programme de premier cycle, c'est sûr qu'on doit terminer à l'extérieur de la région, puis ce n'est pas ce qui est souhaité. Donc, il y a 2 bacs en enseignement qui s'en viennent. Il y a un DESS en sciences comptables dès l'automne prochain du côté de Terrebonne. On parle éventuellement aussi d'une maîtrise en sciences comptables. Il y a aussi probablement un bac en psychologie qui s'en vient aussi. Donc, il y a beaucoup d'effervescence là, au Centre régional universitaire de la Naudière. Puis vous voyez aussi qu'on est quand même assez présent sur le territoire avec de la publicité. On a déployé un plan de communication là, quand même assez ambitieux, que ce soit les autobus, les abribus, sur les réseaux sociaux. On nous voit même de temps à autre à la météo là, du côté de l'LCN. Ouais. Donc, on essaie de bonifier l'offre actuelle de programmes universitaires parce que c'est notre mission, mais on essaie aussi de faire la promotion des programmes existants parce que c'était quand même, somme toute, méconnu du grand public. Puis, à tous les 2 ans, on réalise une étude bisannuelle pour identifier les besoins des organisations de la région, mais aussi les aspirations des étudiants. Ça doit être en adéquation parce qu'on a beau définir des besoins. Si les étudiants ne sont pas au rendez-vous, nous ne sommes pas plus avancés. Donc, voilà, ça fait un peu le tour là, de ce qu'est le CRUL, des programmes qui sont actuellement disponibles aussi sur le territoire. Il y en a d'autres qui vont être annoncés incessamment, mais faire peut-être un petit survol rapide du côté de Joliette, c'est le fameux bac en sciences infirmières qui était très populaire. On a aussi un bac en administration des affaires, profil gestion des ressources humaines. Du côté de l'Assomption, c'est une vocation au niveau de l'enseignement. Et puis à Terrebonne, on a aussi là, des bacs en sciences comptables, en administration de l'UQTR, de l'UQAM. Il y a l'UDM qui dispense aussi du côté de Repentigny un DESS pour les gens là, qui sont dans le domaine scolaire. Donc, il y a quand même beaucoup là, de possibilités. Puis éventuellement aussi au niveau de l'Université de Montréal, on a des discussions pour un certificat en droit et en gestion des ressources humaines aussi. Donc, c'est en développement. On est toujours en pourparlers de façon constante avec nos 3 universités, justement pour répondre aux besoins des organisations, mais aussi pour s'assurer que nos jeunes demeurent en région, parce que souvent, j'en parlais la semaine dernière, on est un peu dans le sens inverse. On fait des campagnes opération séduction pour essayer d'attirer des gens de l'extérieur, quand souvent on a les talents dans la Naudière, mais qu'on n'est pas en mesure d'assurer leur rétention. Donc, c'est ce qu'on fait en implantant davantage de programmes. Et puis, dernièrement, on a eu l'occasion d'en discuter. Nous avons embauché une ressource qui s'occupe des entreprises, qui est Mme André Tousignan, qui est bien connue, qui a été du côté de Béni pendant de nombreuses années. Donc, ça, on aura aussi l'occasion d'en discuter concernant cette initiative-là pour les travailleurs en cours de carrière. OK. Puis, les programmes, en fait, vous les sélectionnez avec les besoins dans la Naudière? C'est comme le sciences infirmières, les choses comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin dans la région? Bien, tout à fait. Dans l'étude, ça a été assez clair là, au niveau des sciences infirmières. Aussi, au niveau de l'enseignement, on disait qu'il y avait un besoin de plus de 400 professionnels. Donc, on a 2 centres de services scolaires quand même assez importants, principalement les affluents, les SAMAR, mais aussi des établissements privés. On a la commission scolaire anglophone aussi, Wilfrid Laurier. Donc, beaucoup de demandes et de besoins de ce côté-là. Et puis, effectivement, c'est le but de l'étude qui est réalisée tous les 2 ans, c'est de bien circonscrire tous ces besoins-là, puis de voir comment les universités peuvent répondre aux besoins qui sont identifiés, parce que c'est un processus qui est quand même assez complexe, assez long.
on doit faire des demandes auprès du recteur ou de la rectrice de l'université. Après ça, c'est la vice-rectrice ou le vice-recteur aux affaires académiques. Après ça, vous avez le doyen au décanat des études. Et par la suite, vous avez le département aussi qui se positionne. Et là, vous avez la concertation des 3 universités pour voir qui va offrir le service. Donc, vous voyez, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas si simple que ça. Puis, il y a un autre mandat aussi qui nous est dévolu, c'est celui de trouver des locaux. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, c'est principalement au sein des 3 constituants du Cégep régional de la Naudière. Puis, de leur côté, eux-mêmes ont des enjeux significatifs au niveau des espaces qui sont de plus en plus restreints. Donc, on doit trouver d'autres alternatives pour loger nos étudiants de plus en plus nombreux avec des programmes qui sont de plus en plus nombreux aussi. C'est ça. Puis j'imagine aussi que quand on part un programme, il faut quand même un minimum d'étudiants qui sont inscrits ou il faut quand même qu'il y ait des gens qui décident d'y aller. Sinon. Effectivement, on a des cohortes, habituellement, c'est autour de 40 étudiants parce qu'il y a effectivement une question de rentabilité. Donc, ça aussi, ça fait partie justement de l'étude qui identifie les besoins et puis est-ce qu'on voit s'il y a une aspiration, s'il y a une volonté de la part des étudiants d'étudier dans les programmes qu'on offre. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de l'importance de l'adéquation parce que c'est quand même une démarche qui est longue et complexe. Donc, on doit s'assurer effectivement qu'on a des cohortes qui sont quand même relativement pleines parce qu'il y a des coûts à tout ça. Puis d'aménager les locaux comme du côté de l'Assomption, ce sont de nouveaux locaux qui sont aménagés. Donc, on doit les convertir pour qu'ils répondent aux besoins des programmes spécifiques. On a quand même continué à développer. Ce qu'on a dû faire, c'est toutes nos actions sociales, donc tout ce qu'on faisait pour la communauté, on a dû mettre sur pause à cause des fonds qui étaient nécessaires pour mener les combats. Là, on réactive tranquillement ces choses-là. Donc, je pense par exemple, on avait fait voler des enfants qui avaient fait des vols découvertes en ultra léger. On avait dû mettre sur pause, mais là on est en train de planifier la reprise. On avait travaillé avec l'École polytechnique de Montréal, on avait travaillé avec différents acteurs, et ça on peut reprendre. Pour le reste des activités, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on n'a plus aucun conflit, on peut développer et prendre plus de temps pour notre communauté. Donc on s'est dit, actuellement, avec la pandémie, avec le Covid, il y a certaines sections du centre aéro-récréatif qui sont moins prioritaires. Donc je pense par exemple à tout ce qui est des festivals. On faisait des festivals, un rassemblement de paramoteurs, donc des sortes de parachutes avec un moteur dans le dos. Puis là, les gens pouvaient participer à ça. Ce festival, on le garde limité juste aux pilotes, on n'a pas le public. Après, on avait des courses nord-américaines de drones. Ça, c'est les sortes de petits hélicoptères téléguidés qui vont très très vite, ou les sortes d'ailes. Puis là, on fait des courses un peu comme les NASCAR, mais version modèle réduit. Donc ça aussi, ces activités-là, on l'a gardé juste pour les membres, puis on n'a pas ouvert au public cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le festival d'aviation générale aussi. Donc c'est tous ces événements-là, grand public, on a restreint là, pour s'assurer que ça puisse avoir lieu, mais que ça respecte les normes. Puis ça, c'est toujours remis. En fait, on réanalyse tout le temps, puis ça change tellement vite de nos jours qu'il faut se réadapter. Ces projets-là, éventuellement, vont revenir avec des spectateurs. Exactement. C'est l'objectif, mais comme tout le monde, il faut être patient. Et pour le moment, là où on met l'énergie, c'est sur tout ce qui fonctionne avec les normes sanitaires actuelles. Donc tout ce qui est des logements insolites. On a fabriqué, dans le cadre d'une émission télé sur Historia, un bunker sous terre. Et ça, c'est un bunker que les gens peuvent louer à la nuitée et essayer l'expérience. C'est quoi de vivre une nuit sous la terre? Donc ça, c'est un logement insolite qu'on propose.
Donc c'est quelque chose de amusant. Là, on ne parle pas de sous-sol. Là. Non, on ne parle pas du sous-sol, non, c'est vraiment, on arrive, c'est assez spécial parce qu'on arrive dans la forêt, il n'y a rien, et puis derrière des racines, il y a une porte, puis là on peut descendre sous terre au milieu de nulle part, puis on a le petit espace. Donc ça c'est vraiment populaire, là les gens ils aiment bien ça, c'est hors du commun, il n'y en a pas d'autres dans aucun camping au Canada, donc c'est vraiment une expérience unique. Puis il y a d'autres choses insolites. Là, oui, il y en a d'autres. Ouais. On a une petite cabane dans la forêt, on a une sorte de chalet qui est un petit peu plus grand avec le jacuzzi. Et là, le dernier projet sur lequel je travaille, qu'on va sortir au printemps 2021, donc mois de mai, juin, c'est un avion. On a acheté une vieille carcasse d'avion, un King Air, donc c'est un avion comme un jet privé de 7-8 personnes, et on fait un logement à l'intérieur. Donc dans le cockpit, c'est un lit double, à l'arrière, on a un petit espace banquette avec le bar. Donc c'est vraiment une expérience amusante aussi. Et l'idée, c'est que les gens puissent essayer différentes choses. Donc une fois, ils vont essayer le bunker, l'autre fois, ils vont essayer l'avion, puis on va avoir des cabanes dans les arbres, les yourtes, toutes ces choses-là. Le but, c'est d'avoir des logements qui sont tous différents les uns des autres pour mettre l'énergie sur l'expérience, puis la découverte. Puis là, on parle aussi camping, Exactement. Piscine. Oui. Là, on travaille à finaliser le bloc sanitaire du camping. C'est un camping qu'on fait grandir petit à petit. Donc là, on a une première phase, en fait, on est à la phase 2 qui permet d'avoir des mini-maisons. On a toutes sortes de résidents qui peuvent s'installer. C'est un camping 4 saisons. Alors c'est intéressant parce que les gens qui veulent venir juste l'hiver, juste l'été ou qui veulent prolonger leur saison peuvent le faire. Il n'y a pas beaucoup de camping 4 saisons au Québec. Et aussi, on a la piscine qui devrait s'en venir cet été. Suivant l'évolution du Covid, on va voir si on respecte notre calendrier ou si on se réadapte. Mais c'est ce qui est prévu. Si on revient à la base, les ultra-légers, d'où le nom de l'entreprise, là, oui. C'est là depuis le début, mais... C'est quoi le type de personne qui fait ça? Les gens qui vont chez vous viennent de quel endroit? C'est votre clientèle type. Est-ce qu'il y en a une clientèle type à ce niveau-là? Pas vraiment. C'est ça qui est surprenant. C'est que le monde des ultra-légers, donc c'est ultra-léger, ULM Québec, ça veut dire ultra-léger motorisé. Et c'est des sortes de petits avions pour 2 personnes. Et ça, n'importe qui peut essayer ça. Du moment qu'on est en santé et qu'on suit une formation, on peut devenir pilote. Donc moi, j'ai une clientèle très variée. Il y a des pilotes qui vont être opérateurs de machinerie, d'autres qui vont travailler dans des industries. On a des cadres, on a des concierges. En fait, c'est vraiment varié. Il n'y a pas une personne type pour ça. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, d'être passionné, de découvrir ce que c'est que l'aéronautique. Et c'est la manière la plus simple et la plus abordable de découvrir le ciel. Quand on le fait à partir de chez vous, un ultra-léger normal, moyen, on peut aller à combien de kilomètres? Qu'est-ce qu'on voit quand on est en haut? J'imagine qu'on voit loin, là. Nous, notre objectif, c'est de faire grandir notre communauté de pilotes. Donc, on propose des vols de familiarisation. Donc, quelqu'un qui veut essayer peut faire un tour de 10 minutes, 20 minutes, ou un pilote d'un jour où on va avoir une demi-journée d'expérience. Et là, ça permet à la personne de découvrir c'est quoi l'aviation, c'est quoi l'aéronautique. On peut faire une petite balade, donc ça permet de voir est-ce que j'ai envie de poursuivre la formation ou non. Et c'est cette expérience-là qui est proposée. Et donc là, en fonction, en général, on a 1% des gens qui essaient, qui décident moi je veux être pilote et qui poursuivent pour devenir pilote. Donc c'est un beau processus, un beau loisir, comme on retrouve la moto, le quad, la motoneige, toutes ces choses-là, tous les loisirs à moteur qu'on peut avoir. Donc ça, c'en est un parmi tout cela. Quelqu'un qui en fait, là, qui a suivi la formation, qui a son ultra-léger, tu pars de Saint-Cuthbert, tu peux faire quoi? L'autonomie, c'est quoi? La machine école que j'utilise pour la formation, on a une autonomie d'environ 6 heures de vol. Des fois un peu plus, un peu moins, ça dépend de comment on va consommer. Donc je pourrais faire un aller-retour, aller à Québec, sans ravitailler, ou des fois on a des festivals à Sherbrooke, on va à Sherbrooke, on fait l'aller-retour, on ne fait pas le plein non plus, on fait ça sur une journée. Alors, on peut vraiment voyager partout. J'ai des amis qui ont fait le tour du monde avec des machines comme ça. Donc on peut autant rester pour survoler les îles de Berthier, pour découvrir notre belle région, et on peut en même temps aller explorer sans limite, en fait, tout autour de la Terre.
Fait que je pense, si on résume, il y avait des nuages pendant une couple d'années. Ces nuages-là semblent se dissiper. Comme je disais tantôt, le ciel s'éclaircit dans le cas d'ULM Québec. Plein de beaux projets encore là, pour présentement puis les prochaines années. Là. Oui. Je pense que la machine est repartie, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter les gens à cogner à votre porte à un moment donné, ceux qui veulent vivre une expérience qui sort de l'ordinaire? Exactement. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, c'est pas uniquement les ultra légers, c'est lié à tout. On l'a vu avec le camping. On a aussi notre restaurant crêperie. Donc, on fait des crêpes, on fait toutes sortes de menus. Donc, ça, on est sur les chemins de motoneige, de quad. Donc, les gens peuvent découvrir aussi le côté restauration. On fait des survies en forêt aussi. On a un partenaire qui s'occupe de ça. On a une fermette. On veut proposer à nos résidents et notre monde d'avoir une autonomie alimentaire sur le complexe. Donc, c'est toutes sortes de projets qu'on essaie de faire et on s'associe avec des gens qui sont passionnés, qui ont la même envie de partager que nous. Donc, on est vraiment dans une phase de développement qui est extrêmement stimulante et intéressante, tant par les personnes qui nous entourent que la direction que ça prend. Puis on est forcément très heureux et reconnaissant que les conflits soient terminés et qu'on puisse on tourne la participer. page. On tourne la page, exactement, puis on se concentre sur notre communauté. C'est ça qui est important. Lorsqu'on s'installe quelque part, moi j'ai eu la chance de m'installer ici dans Dautrey, ben, c'est pour participer à la vie de la communauté. Et donc lorsqu'il n'y a plus de conflits, ben, c'est à ce moment-là qu'on est capable de faire des choses positives et de redonner. Donc, souvent, on dit que souvent, il y a des gens qui ont peur de l'inconnu ou du changement. C'est un petit peu quand vous arrivez à un endroit avec un projet comme ça, c'est sûr que oui. Il y a des chances qu'il y ait des frictions. Là, vous, il y en a eu beaucoup dans votre cas. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que sur le moment, lorsque ça nous implique, on est des fois déçus, des fois fâchés, on peut avoir toutes sortes d'émotions. Mais au final, si les personnes s'impliquent pour leur communauté, même s'ils ont peur, qu'ils étaient peut-être mal renseignés, qu'il y a des choses qui ont été disproportionnées, si les gens s'impliquent, ça veut dire qu'ils sont intéressés. Donc une fois que le conflit est terminé, que la discussion est rétablie, puis que les pots cassés sont réparés, ça veut dire qu'on est quand même dans une communauté où les gens ont de l'intérêt pour ce qui se passe. Alors c'est quelque chose de positif, il ne faut pas le voir nécessairement comme un conflit négatif. Moi je vois qu'il y a des gens qui ont eu peur, mais au final je vois avant tout qu'il y a des gens qui sont impliqués dans leur communauté et ça c'est important. Donc on va espérer qu'on puisse le continuer, mais avec une démarche positive et constructive. On suivra avec intérêt les développements chez ULM Québec. Merci au président de l'entreprise d'être passé à nos studios et évidemment on espère avoir des belles images qu'on pourra présenter sur nos ondes de tous ces projets-là au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Merci d'être venu. Bien, merci pour l'invitation puis pour la chance de parler un peu de cette passion et du partage qu'on veut faire. Plaisir. C'est bon? Okay. Tu peux-tu...
la vidéo promotionnelle qui sera envoyée dans les écoles de notre région. Alors, voici ce qui va présenter notre nouveau programme. S'il te plaît, Rose, si tu veux mettre la vidéo. Parler de la différence en présentiel ou en virtuel, c'est essentiel. La corporation a été mise sur pied par un regroupement d'organismes de personnes handicapées qui sentaient le besoin de sensibiliser la population à leur réalité. Alors pour ce faire, ils ont choisi la clientèle des enfants. L'école, c'est une toute petite société et lorsque l'on sensibilise les enfants à la différence, à la réalité des personnes handicapées, on prend le temps de démystifier tout ça, ça permet aux enfants de voir la personne et pas seulement le handicap. Un enfant bien intégré devient peut-être un enfant un peu moins différent. Et cela fait 30 ans que pour répondre à cet objectif, nous allons visiter les élèves directement dans leurs écoles et présentons notre programme de sensibilisation qui est à la fois dynamique, éducatif et qui soutient l'intégration des élèves aux besoins particuliers. Après avoir sensibilisé plus de 100 000 élèves, il ne fait aucun doute que nos outils de sensibilisation étaient bien établis. Mais voilà quand même, mars dernier, comme vous tous, j'imagine, nous avons été surpris par cette pandémie. Visiter les élèves dans leur école devenait donc impossible. C'est ce qui nous a lancé dans la belle aventure de concevoir un tout nouveau programme virtuel qui rejoindrait les élèves et ce, même à distance. C'est donc avec un grand enthousiasme que l'on vous présente aujourd'hui notre tout nouveau programme virtuel. Celui-ci peut être animé par un professionnel de l'école, que ce soit enseignant, éducateur spécialisé, etc., qui est déjà en relation avec les élèves. Celui-ci comprend un guide d'animation simple et facile d'utilisation, un PowerPoint pour soutenir la personne qui anime, 2 capsules informatives à visionner, une activité qui permettra aux élèves de se mettre dans la peau d'une personne qui vit avec la différence présentée. Ouf, c'est pas si facile de lire quand il y a des lettres qui sont à l'envers. Ainsi qu'une activité de mise en situation pour aborder les attitudes à préconiser envers une personne qui vit avec cette différence. Le tout pour une activité qui totalise 45 minutes. Alors, si vous aussi avez à cœur de favoriser chez les élèves de votre milieu une mentalité positive à l'égard des personnes vivant avec une différence, contactez-nous pour connaître les thématiques que nous offrons et obtenir le programme virtuel. Alors, voici, c'est notre programme. Mais on ne s'est pas arrêté là. On vous avait promis des surprises, avec les voici les surprises à part notre programme. Alors, pour commencer, on a mis à jour notre site Internet. Ça commençait à être pressant. Il sera en ligne très bientôt. Nous attendons juste le changement de fournisseur pour notre nom de domaine. Mais on vous montre ici la page d'accueil du site. Puis vous allez avoir toujours dans un bandeau toutes nos nouveautés qui vont passer là. Ça va être vite. Vous allez pouvoir vite voir qu'est-ce qu'on a de nouveau. Merci Rose. Nous avons aussi créé des mini-capsules de sensibilisation grand public en collaboration avec des organismes de personnes handicapées de la Nodière. Les toutes premières sur la thématique la déficience visuelle seront lancées pour la semaine de la Canne Blanche qui aura lieu du 7 au 13 février. Le tout, c'est en partenariat avec l'Association des personnes handicapées visuelles de la Nodière, la PHVF, et vous pourrez les visionner tout au long de la semaine sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On vous présente là, en avant-première une des capsules. Rose, est-ce que tu peux la présenter, s'il te plaît? Savais-tu que certaines mesures sanitaires peuvent être particulièrement difficiles à respecter pour les personnes vivant avec une déficience visuelle? Suivre des flèches au plancher, respecter les nouvelles mesures écrites sur des affiches, ne pas s'approcher trop près des autres personnes, ces modifications difficiles à détecter pour les personnes malvoyantes modifient grandement l'environnement dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer.
Des actions qu'ils avaient l'habitude de faire seuls, telles que faire l'épicerie, deviennent donc un véritable défi. Alors ça, c'est une de nos capsules. Il y en a 5 qui sont faites pour que vous allez voir tout au long de la semaine de la canne blanche. Et va suivre aussi la semaine de la déficience intellectuelle, etc., etc. Fait que allez sur notre page Facebook, et vous pouvez les partager. On vous demande de les partager. Et pour terminer, je vous ai gardé notre surprise coup de cœur de l'équipe pour la fin. Depuis longtemps, nous souhaitions avoir une personnalité qui comprendrait l'importance de notre mission. Et c'est avec le plus grand plaisir que je vais laisser la parole au parrain de notre programme virtuel. Je vous présente donc M. Dave Richer, comédien, humoriste et conférencier, qui a bien gentiment accepté de prendre la parole et soutenir notre lancement. Moi, je pense aussi que, d'ailleurs, on a fait une sortie là-dessus cette semaine, là. Je pense aussi que pour les producteurs agricoles, on devrait offrir cette possibilité-là. Ouais. Puis quand on parle d'un soutien qu'on a donné aux producteurs agricoles de 1 500 $, ben, c'est drôle. Hein? On dit, les producteurs agricoles, vous devez recevoir les travailleurs, vous devez modifier les habitations que vous utilisiez d'habitude parce qu'il y a des nouvelles normes. Vous devez leur payer leur salaire pendant ces 2 semaines-là où ils ne travaillent pas. Puis pour vous aider, on va vous donner 1 500 $. Puis là, en parallèle, on dit aux gens, vous gardez, pas 2 semaines, là, 3 jours à l'hôpital, pas à l'hôpital, à l'hôtel, c'est un peu lapsus, 3 jours à l'hôtel, ça coûte 2 000. Le calcul est rapidement fait que le 1 500 de soutien au monde agricole, c'est un soutien à rabais. Là. Je pense qu'on pourrait bonifier le montant aussi. Là. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut tout payer, mais les producteurs agricoles, c'est les gens qui nous nourrissent, il ne faut pas oublier ça. Hein. Oui. Notre souveraineté alimentaire, les travailleurs étrangers temporaires, nous en avons besoin. On a vu, à l'automne dernier, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais je vais le rappeler, des champs de différents légumes, différents fruits, des champs de fraises qui ont été laissés là, qui ont été pourris, ils ont passé la moissonneuse là-dedans parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre pour les ramasser. Alors, si on veut manger ça, ça nous prend un travailleur étranger temporaire. Je pense qu'on peut aider nos producteurs agricoles qui déjà travaillent. Il y avait aussi les cas de fraude, donc dans les délais de traitement qui sont démesurés pour les cas de fraude en lien avec la PCU. Il y avait un exemple justement d'une citoyenne de visitation de l'île du Pas. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi la situation? J'ai lu le communiqué, mais si on peut faire un petit résumé. Oui, en fait, c'est un exemple concret. Ouais. La dame a été volontaire, Mme Lebois a été volontaire pour qu'on expose son cas, pour donner un exemple concret, pour mettre la pression pour que ça bouge. Ça n'a pas de bon sens parce que ce n'est pas la seule. Mais les gens qui sont victimes de fraude pour la PCU doivent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas de soutien. C'est déjà, vous voyez un autre article ce matin, là, des gens qui ont passé des 19 heures au téléphone. Ça n'a pas de bon sens. Puis qui, finalement, ils n'ont pas de solution. Il faut qu'ils rappellent à une autre place. Parce que ils sont noyés dans le système de fonctionnariat actuel. Elle est là, la problématique. Il faut s'occuper de nos gens. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de créer une espèce d'escouade spécialisée dans les cas de fraude, là, qui ait une formation spécifique à ça, qui soit capable de régler des cas rapidement. Là, dans le cas de Mme Lavoie, là, c'était depuis le mois d'août l'année passée. Elle s'est cassé le bras au travail. C'est pas parce qu'elle a perdu sa job. Là. Elle a demandé l'assurance chômage pour les cas de maladie. Et on l'a transféré, à cette époque-là, on la transférait automatiquement vers l'assurance emploi, pas l'assurance emploi, la PCU. J'en appelle en même temps, ça m'a déconcentré. Bon, donc on la transférait directement à la PCU. Alors, elle a reçu 2 paiements, ça a arrêté. Puis là, elle a reçu un message comme quoi quelqu'un d'autre avait fait une demande frauduleuse à son nom. Puis quelques semaines plus tard, quelqu'un d'autre a fait une autre demande. Donc, il y a 2 demandes frauduleuses. Alors, il y a plusieurs étapes à faire dans ce temps-là. Nous, quand quelqu'un nous appelle au bureau, d'abord, on vérifie avec l'ARC s'il n'y a pas eu des fraudes dans d'autres domaines, ailleurs. Puis il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite. Là, ça gèle tous les transferts. Et là, on a gelé ces paiements. On l'a dit, on fait l'enquête. On lui a dit début octobre que l'enquête était terminée. Heureusement pour la dame, elle a pu reprendre le travail au cours du mois d'octobre pour avoir un revenu parce qu'elle n'a pas vu une scène de cet argent-là encore. Là. On parle du mois d'août 2020. On est en février 2021. C'est pas réglé. C'est-tu normal?
c'est pas, madame, là, qui a un emploi ordinaire, là, qui ont besoin de leur argent. On lui a promis l'argent au mois de décembre, au début décembre, après ça, à mi-décembre, après ça, le 24 décembre. Finalement, ça ne marchera pas, vous allez l'avoir en janvier. Finalement, en janvier, ben là, vous devriez l'avoir d'ici la fin de janvier. Là, nous, on est embarqués dans le dossier, là, on a un engagement, ça devrait se régler. D'habitude, quand on embarque dans le dossier, ça se règle un peu plus rapidement, on a des lignes un peu plus directes, mais c'est pas normal que les gens doivent avoir recours aux députés parce qu'ils se sont fait frauder. Il faut protéger. Justement, il y a eu les nouvelles mesures qui ont été annoncées la semaine passée par le gouvernement du Québec, comme quoi qu'enfin les musées peuvent être réouverts. Donc, comment prenez-vous cela? Là, j'ai comme compris, vous aviez ouvert hier parce que le lundi, vous êtes toujours fermé. Exact. En fait, on est très heureux là, de pouvoir réouvrir. Le musée, c'est un lieu qui est extrêmement sécuritaire et on est en contact étroit avec la santé publique qui nous aide là, dans l'application des mesures. Donc, par exemple, on encourage les gens à réserver leurs biens en ligne sur le site Internet du musée. Donc, évidemment, ils doivent porter le masque. Lorsqu'ils arrivent, ils doivent se désinfecter les mains. On a des stations un peu partout dans le musée là, avec du gel pour se laver les mains. Il faut suivre un certain parcours pour éviter de se croiser. Dans les escaliers, par exemple, donc on monte dans un escalier, on descend par l'autre ou dans l'ascenseur. Donc, évidemment, il y a vraiment un parcours qui a été fait, qui a été déterminé. Donc, toutes les petites mesures qu'on met en place, finalement, s'accumulent, qui font que le musée, il est vraiment sécuritaire. Il n'y a pas de danger. Là. C'est ça, puis j'imagine aussi, comme on dit, dans un musée, il y a de l'espace pour respecter le 2 mètres, pour pouvoir effectivement mettre des couloirs, si je peux dire ça comme ça. C'est quand même fait pour ça, là. Oui, puis le musée, il est très grand. Entre de Joliette, on est grand, là, donc il y a de l'espace. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un bâtiment qui est assez récent. Et dans les salles d'exposition, la température, mais aussi la circulation de l'air est extrêmement contrôlée. Donc, notre système de ventilation, là, il est top. Donc, tu sais, les conditions là, sont vraiment réunies pour que ce soit sécuritaire. Donc, la santé publique était très heureuse de nous donner la permission d'ouvrir. Là. Oui, c'est ça. Puis on est très heureux aussi que vous puissiez ouvrir. Là. Je pense que ça va faire du bien aussi, comme on dit, aux citoyens de pouvoir se changer les idées en allant au musée, puis à vous de pouvoir accueillir les visiteurs. Tout à fait. Tu sais, l'art, ça fait du bien de se promener, de voir du beau, d'être ému par les œuvres. Ça nous permet de nous changer les idées. Exact. Puis là, vous dites qu'il y avait une petite file d'attente hier. Donc... Toute petite. Quelques personnes, 3 ou 4 personnes, c'était une cellule familiale, mais on était tellement heureux de voir là, les premières personnes à arriver. Donc, on les a accueillis là, à bras ouverts. Donc, c'est ça, tant mieux. Il y a eu déjà des personnes qui sont venues. Oui, je pense que les gens attendaient impatiemment que le musée réouvre. Nos expositions actuellement sont magnifiques. Puis, elles ont eu, à l'automne dernier, très peu de temps de vue. Là. On a ouvert l'exposition, puis je crois que c'est quelque chose comme 10 jours plus tard, on devait fermer parce qu'on tombait en zone rouge. Donc, peu de gens avaient eu l'occasion de voir. Puis, elles sont tellement exceptionnelles, ces expositions-là. C'est quand même une grande envergure là, dans nos salles. Les gens, ils en ont entendu parler pendant la pandémie. Le musée a eu aussi une super belle couverture médiatique due à des projets comme Musée en quarantaine, par exemple, ou Art en boîte. Donc, suite à ça, ou la murale des Réaumans à Ouachiche aussi, qui a connu une belle popularité. Donc, à ce moment-là, les gens, ils étaient très, très excités de pouvoir enfin les voir en vrai, ces œuvres-là, ces expositions-là. Parfait. Puis, justement, on pourrait parler un petit peu des activités, de ce qui a lieu. Donc, vous étiez préparé avec une foule d'activités en ligne avant que les annonces soient faites. Les activités sont toujours disponibles, ils vont rester là? Les activités, elles demeurent en ligne pour le moment parce que la santé publique permet donc la réouverture du musée pour les visiteurs autonomes, les cellules familiales qui peuvent venir déambuler dans nos salles, mais interdit toujours la tenue d'activités, donc tu sais, les regroupements. Donc, on ne peut pas, par exemple, offrir de visites guidées ou d'ateliers créatifs, mais par contre, on continue d'en offrir en ligne à nos jeunes, par exemple, je pense à nos matinées créatives. Nous, au Musée d'art de Joliette, on a cette habitude-là. 2 fois par mois, les dimanches matins,
on réunit les familles et on parle de différentes thématiques, on échange et ensuite on crée. Ça peut être soit avec une médiatrice culturelle ou encore avec un artiste de la région. Et puis, on a gardé ces habitudes-là, mais on l'a transposé en ligne. Donc, les gens viennent au Musée d'art de Joliette, passent à la boutique, récupèrent leur petite boîte de matériel. Et ensuite, le dimanche matin, encore en pyjama, avec le déjeuner sur la table, se joignent à l'équipe d'animation, à la médiatrice ou avec l'artiste. Et là, ben, on discute, on échange, on ouvre la boîte, on crée ensemble. Donc, ça permet de garder ce contact-là avec notre communauté créative, avec nos familles. Et puis, ben, évidemment, au début de la pandémie, on l'a testé, hein, cette matinée créative-là, voir si ça allait fonctionner, parce que la force du musée d'art de Joliette, c'est le contact humain, c'est les échanges qu'on a avec les gens. Puis là, en ligne, c'est un format qui se prête un peu moins, mais finalement, au contraire, les gens partagent encore, tu sais, on donne des droits de parole, on échange tout le monde ensemble, donc c'est vraiment, ça fonctionne bien. Donc, pour cette saison, comme on ne peut pas encore les tenir sur place au musée, bien, on va poursuivre à raison de 2 dimanches par mois nos matinées créatives en ligne, puis les gens passent à la boutique, ramassent leur boîte. Parfait. Puis justement, j'imagine que c'est pour ça que la semaine de relâche a été aussi annulée dans l'optique où on ne peut pas faire l'activité, mais vous avez proposé une relâche créative en ligne. Pouvez-vous me parler un peu de c'est quoi la relâche créative en ligne? C'est encore un peu le même principe, c'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 11h, donc le matin, de faire un atelier, un rendez-vous quotidien de création. Tu sais, avant d'aller jouer dehors, d'aller dépenser son énergie, d'aller patiner, faire du ski, peu importe, de commencer la journée avec une rencontre virtuelle avec d'autres amis, avec une médiatrice culturelle, d'échanger, puis de créer, tu sais, de s'ouvrir, de changer l'idée, puis après ça, d'aller dehors. On trouvait que c'était une super belle façon là, de passer sa semaine de relâche. Et puis, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'exposition idéale de l'artiste Hervé Tullet. Donc, c'est un projet qui est international. Donc, partout à travers le monde, il y a des gens qui participent à cette exposition idéale. Donc, c'est un artiste qui a fait différentes capsules vidéo où il présente des gestes de création. Donc, déchirer, découper. Et puis, dans le fond, nous, on va s'inspirer de ça. Donc, on s'est inscrit auprès de l'artiste. On va participer à son projet. Donc, avec les gens en ligne, avec les enfants, on va discuter de, c'est quoi déchirer, qu'est-ce qu'on peut déchirer, comment, tu sais, on échange là-dessus. On voit des œuvres de la collection du Musée d'art de Joliette où on voit des artistes qui ont utilisé ce geste créateur-là. On échange, on discute et ensuite, on crée. Donc là, on déchire, on va faire, et à la fin, les enfants ou les parents sont invités à prendre en photo les œuvres et à nous les faire parvenir. Et nous, on va créer en ligne une exposition virtuelle. C'est vraiment des murs blancs, on va accrocher virtuellement les œuvres des enfants dessus et les familles vont pouvoir ensuite déambuler, marcher virtuellement dans cette salle-là. Et ce sera ajouté, cette exposition-là, donc ces images-là, à l'expo idéale de Hervé Tullet. Donc, ou Tullet. Je ne sais pas si on dit Tullet ou Tullet. Parfait, c'est super intéressant, justement. Ça fait en plus, c'est concret, justement, vu qu'ils peuvent après voir leur œuvre accrochée. Ah oui, tout à fait. Il faut nous laisser un petit temps, par exemple, après pour créer l'exposition en ligne. Là. Mais une fois que ce sera fait, là, les gens vont pouvoir déambuler sécuritairement, virtuellement, dans cette salle imaginaire-là de l'exposition idéale. Ça va être formidable. Parfait. Puis, est-ce que vous avez des inscriptions présentement? Ben, en fait, les familles sont invitées à aller sur le site Internet du Musée d'art de Joliette et puis là, de s'inscrire directement en ligne. Donc, évidemment, les places sont limitées parce que ce qu'on veut, c'est que les enfants puissent s'exprimer, puissent échanger les uns avec les autres. Et puis, on veut vraiment que la médiatrice puisse donner toute l'attention à chacun des enfants. Et donc, pour ça, une classe qui est trop grande ou un groupe qui est trop grand, c'est plus difficile à gérer. Donc, les places sont limitées. On invite les familles à aller s'inscrire là, sur le site Internet. Puis, ça coûte combien?
Je sais pas si... L'activité, je crois, elle est 65 $ pour les membres du Musée d'art de Joliette et 85 $ pour les non-membres. Et ça comprend quoi? Mais ça comprend, donc, c'est les 5 activités de 2 heures chacune. Ça peut paraître long, mais il va y avoir des petites pauses aussi, là, des biopauses, comme on appelle. Et puis aussi, ça comprend donc le matériel. Donc, on invite les familles qui s'inscrivent à passer à la boutique du musée pour récupérer le matériel créatif dont ils auront besoin pour les ateliers. Ça comprend l'animation aussi, donc c'est vraiment, là, c'est assez complet. OK, parfait. Tantôt, vous avez parlé vite du musée en quarantaine, qui est un projet qui a fait beaucoup jaser, je crois. Comment ça se passe présentement? Est-ce que vous avez eu beaucoup, je sais qui continue encore, j'ai vu quelque chose qui était là, comme 6 jours, je pense, là, un thème sur votre blog. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réalisations artistiques? Comment? Énormément. Donc, en fait, comment fonctionne le musée en quarantaine? C'est qu'à chaque mois, on lance une thématique. Okay. Par exemple, la thématique actuelle, c'est inspiré de Philippe Allard, c'est le plastique. Okay? Et à chaque semaine, les employés du musée, les conservateurs, les commissaires, il y a des artistes aussi qui vont écrire des textes pour inspirer les gens sur la thématique du plastique. Donc, à travers ça, on voit des artistes qui expérimentent, qui font des œuvres à partir du plastique ou qui traitent de la thématique du plastique. Donc, les gens peuvent lire. Aussi, également, une fois par mois, on présente un texte pour les familles. Donc, c'est même pour les enfants aussi qui peuvent lire ce texte-là en famille. Et il y a un petit atelier créatif ensuite qui est lié à ça. Et au bout du mois, on invite les gens à nous faire parvenir des visuels, des photos, des œuvres qui sont créées. Et on fait une exposition en ligne là-dessus. Donc, le site, c'est à la fois un blog où on inspire les gens, on leur donne plein de contenu. Et la deuxième partie, c'est une exposition virtuelle qui est collective, qui est communautaire. Donc, c'est à la fois des gens, on a des artistes qui participent, mais on a aussi des gens qui ne sont pas artistes, qui font juste réfléchir, penser à autre chose, créer, s'inspirer. Donc, on a vraiment créé une communauté là, de gens. Il y a des enfants qui participent également, qui nous font parvenir leurs visuels. Donc, on retrouve de tout. Tu sais, c'est pas que des gens qui s'y connaissent là, qui participent. C'est pour tout le monde. Parce qu'on l'a dit, l'art, ça fait du bien. Exactement. Puis en ces temps de pandémie-là, c'est quoi de mieux que de dire, pendant 1 heure, je vais lire les textes, je vais prendre des crayons, du papier, puis je vais créer. Tu sais, moi, ce que le plastique, moi, m'inspire, et puis je vais envoyer cette œuvre-là, puis ça va m'avoir fait du bien. C'est pendant ce temps-là où je vais avoir pensé juste à d'autres choses. Il n'y a pas de prétention là, au-delà de ça que de se faire du bien. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui va vous faire la capsule astrologique pour cette semaine, donc la semaine du 1er au 5e février. Je ne vais pas pouvoir, comme la dernière fois, faire tous les signes en une capsule, mais on va y aller avec les 5 ou 6 premiers signes, si on a le temps. Des signes qui sont plutôt liés au feu, donc des signes d'action, c'est les premiers signes du zodiaque. Alors, on va commencer avec le bélier. Bon, niveau couple, là, si vous êtes en couple, vous allez être enclin à un assaut de séduction. Niveau conjugal, ça va très très bien. Il n'y a pas de tension puis il n'y a pas de drame. Donc, sincèrement, c'est une bonne période si vous voulez faire des échanges propices avec votre partenaire. Et il n'y aura vraiment jamais d'ennui dans votre couple. C'est vraiment extrêmement positif si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça se peut qu'il y ait beaucoup de relations amoureuses de courte durée et tumultueuses autour de vous. Bouleversements, grandes surprises. Mais vous allez être déçu niveau cœur parce que justement, il y a trop de partenaires, il va falloir vous organiser. Vous aurez des chances de faire, par contre, cette semaine, une charmante rencontre. Travail, vous avez beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'enthousiasme et de courage pour parvenir à vos projets, à vos fins. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Vous allez devoir vous dépenser pour essayer d'atteindre vos objectifs parce que vous avez l'énergie et la concentration nécessaires pour le faire. Niveau santé, vous êtes guidé par le soleil et le soleil, ça signifie la vitalité. Vous allez être doté d'une bonne résistance, un bon dynamisme de base. De plus, Mars, qui est la planète tutélaire des béliers,
va aider vraiment le bélier à lui donner un excellent tonus. Donc, globalement, là, ça va être une semaine parfaite pour le bélier qui va être dans une forme éblouissante. Ce sera le moment de tenter de nouvelles thérapies ou de compléter votre traitement habituel si ce n'est pas déjà fait. Les taureaux, ça va bien dans votre couple, donc un climat de bonheur et de complicité, mais il va y avoir aussi certaines tensions où vous mettrez à plaindre les célibataires, mais c'est vraiment injustifié parce que votre situation est quand même idéale dans votre couple, même si vous n'êtes peut-être pas au courant. Les célibataires, c'est un environnement astral qui est extrêmement propice au coup de foudre. Donc, la semaine prochaine, là, soyez à l'affût, ça pourrait vous arriver. L'amour risque de débouler sur vous comme une puissante avalanche. Peut-être que ce coup de foudre-là, que vous aurez peut-être, va être dur à avaler, donc vous allez avoir peur de trop vous attacher ou quelque chose comme ça. Mais moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas avec ça et laissez couler. Donc, des opportunités très intéressantes se présenteront à l'amour, comme je vous ai dit, mais vous allez devoir manœuvrer habilement. Non. Des opportunités très intéressantes pourraient se présenter au travail si vous manœuvrez habilement. Votre situation professionnelle va s'améliorer de façon spectaculaire. Il va falloir faire preuve de diplomatie et essayer d'être sympathique, si on peut dire, avec vos collègues. Votre santé est néanmoins à surveiller, donc peut-être qu'il y a trop de fatigue, d'excès ou de manque de sommeil. La modération devrait être votre maître mot pour améliorer votre santé. Le Gémeaux, donc l'animal social de la bande du zodiaque, si on peut dire. Bon, couple, vos relations avec votre conjoint partenaire pourraient traverser néanmoins une phase délicate. Donc, chacun revendiquant sa liberté et refusant de faire des concessions, va falloir prendre son mal en patience et essayer de laisser l'autre partenaire s'exprimer, sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises dans votre couple. Célibataire, le coup de foudre pourrait aussi vous tomber dessus. C'est une semaine très propice en amour. Donc, gardez votre calme et ça va bien se passer à ce niveau-là. Dans votre travail, vous irez au bout de vos projets. Vous avez une trajectoire bien placée et bien précise. Et si vous travaillez avec acharnement, ça va porter ses fruits. Ne marchez surtout pas sur le pied des autres. Santé, vous serez en meilleure forme que dernièrement. Ce n'est pas une raison pour tirer sur la corde. N'oubliez pas que des problèmes de nervosité sont toujours possibles. Comme je le rappelais la dernière fois, la nervosité dans votre zodiaque par tous les changements qui se déroulent pour la nouvelle année, oui, mais aussi il y a la pandémie et tout ça, donc c'est sûr que le stress n'aide pas. Côté finances, vous serez en mesure d'améliorer sensiblement votre pouvoir d'achat, donc des bonnes rentrées d'argent qui s'annoncent, donc très positif à ce niveau-là. Les cancers. Donc, le cancer, là, la Lune a un aspect bénéfique sur vos amours conjugales. Vous n'aurez certainement pas à vous plaindre de ce côté-là. Soit vous vivez actuellement dans une situation stable ou il va y avoir une occasion d'approfondir cette relation stable. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est la Saint-Valentin ce dimanche. Donc, pour l'occasion, nous vous avons préparé une petite chronique de la Saint-Valentin. Ce sont quelques idées de dernière minute. Donc, premièrement, qui dit Saint-Valentin dit film romantique où nous connaissons pratiquement toujours la fin. N'empêche, ce genre de film fait toujours du bien. Netflix sort ce soir, le 12 février, la suite tant attendue des films Tous les garçons que j'ai aimés. Donc, celui-ci, c'est le 3e, pour toujours et à jamais. Le film raconte l'histoire d'amour entre Peter Kavinsky et Lara Jane qui approche la fin du secondaire. Donc, ce dernier film est inspiré des livres de Jenny Han, donc ça promet pour une série romantique parfaite. Il y a aussi des livres, que ça peut être ma deuxième proposition. En fait, je crois que tous les moments sont bons pour lire un bon livre. Donc, je propose un livre québécois qui cadre parfaitement avec la Saint-Valentin, à mon avis. Donc, ça s'appelle Blackout de Sylvie G. L'auteure québécoise a fait plusieurs romans, notamment Blind Date et Les Narcochics. Donc, voici un résumé. Evie McDaniel reprend connaissance à l'hôpital après avoir été retrouvée sur les lieux d'une scène de crime. Tous les éléments de preuve l'incriminent pour le mettre d'un jeune universitaire avec qui elle aurait eu une liaison extra-conjugale. Or, elle ne se souvient de rien. Ce scénario lui paraît irréel, d'autant plus qu'elle n'a jamais été infidèle. Comment démontrer son innocence quand on ignore soi-même si nous avons commis l'irréparable? Et si elle n'était pas cette femme de mœurs légère qu'on décrit? Comment expliquer que son fiancé n'éveille aucun sentiment chez elle alors qu'elle est outrageusement attirée par Ryan Knight, le policier chargé d'enquêter sur cette affaire? Donc, voici le résumé pour ce roman.
Il y a aussi quelques idées d'activités extérieures. Donc, le coup monté à Repentigny a fait un food truck extérieur sur Brien. Donc, les gens peuvent aller prendre à manger et après aller marcher à l'île Lebel. Donc, notez également qu'il y a plusieurs restaurants qui offrent des menus de Saint-Valentin. On est peut-être un peu dernière minute, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça peut être un bon moyen de fêter la Saint-Valentin tout en encourageant le local. Il y a aussi la patinoire sur la rivière l'Assomption qui est ouverte, donc c'est toujours une bonne idée d'aller patiner. Et ma dernière proposition, en fait, c'est les jeux de société. Donc, avec le confinement qu'on vit présentement et le couvre-feu, les jeux de société sont de plus en plus populaires. Donc, il y a une tonne de jeux de société québécois qui sont amusants à faire en couple et en famille. Donc, je pense notamment à un jeu que j'ai découvert durant le temps des fêtes qui s'appelle 20 mystères. Donc, je sais que nous sommes dans un mois sans alcool, mais je le propose quand même. Donc, il y a aussi les classiques québécois qui est L'Hostidieux et Ta gueule. Et pour les jeunes, il y a Zombie Kids Evolution qui est également un bon jeu. Donc, merci, c'était mes quelques idées rapides et de dernière minute pour la Saint-Valentin. Bonjour tout le monde. Alors moi, je vais continuer la capsule en vous parlant de petits projets pour la Saint-Valentin. J'ai été dans des choses un peu plus relax, donc une petite recette de biscuits ainsi qu'un film, un vieux classique de Saint-Valentin, un film que j'adore particulièrement. Alors, donc, moi, je vous propose une recette que j'ai prise sur le site de Ricardo. Alors, c'est des biscuits à la confiture, donc en forme de cœur, qui ont vraiment l'air très appétissants. Alors, pour faire cette recette-là, vous allez avoir besoin de 1,5 tasse de farine tout usage non blanchie, 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 1 demi-tasse de beurre non salé, 1 tasse de sucre, un œuf, 1/4 de tasse de confiture de framboise ainsi que du sucre à glacer. Donc, pour la préparation, dans un bol, vous allez devoir mélanger la farine et la poudre à pâte et vous allez mettre ça de côté. Après, vous allez passer à un autre bol où vous allez devoir crémer le beurre avec le sucre à l'aide d'un batteur électrique. Ajoutez l'œuf et fouettez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. À la cuillère de bois, incorporez le mélange à farine. Avec les mains farinées, façonnez un disque avec la pâte. Enveloppez la pâte de pellicule plastique et réfrigérez 30 minutes. Après, vous allez devoir placer la grille dans le haut du four. Préchauffez le four à 165 degrés Celsius ou 325 Fahrenheit. Tapissez une plaque à biscuits de papier parchemin. Alors là, on va sur la préparation des biscuits. Alors, sur un plan de travail fariné, abaissez la pâte à 5 mm, donc 1/4 de pouce d'épaisseur, à l'aide d'un emporte-pièce, donc pour bien mouler les biscuits. Vous allez devoir découper des cœurs ou une autre forme, c'est vraiment vous qui décidez, mais les cœurs, c'est vraiment, ça fait Saint-Valentin. Alors, vous les moulez dans la pâte et les déposez sur la plaque en les espaçant pour éviter qu'ils ne se collent les uns contre les autres. Et vous pouvez aussi faire un autre moule en plein milieu du biscuit, donc un trou où on va pouvoir mettre la confiture plus tard. Donc, vous mettez un petit trou à cet endroit-là. Alors, vous cuisez au four de 8 à 10 minutes jusqu'à ce que les biscuits commencent légèrement à dorer. Donc, ensuite, c'est là que vous ajoutez la touche finale qui fait très Saint-Valentin, donc la confiture aux framboises. Vous garnissez les biscuits non troués de confiture, y déposez un biscuit troué et saupoudrez de sucre à glacer. Donc, c'était ma petite recette de biscuits à la confiture. Pour le film, eh bien, c'est le film Pretty Woman, qui est un vieux film, donc 1990, avec la célèbre actrice Julia Roberts. Alors, donc c'est l'histoire vraiment d'une comédie romantique entre une escorte et un homme riche. C'est vraiment un très, très bon film. Hollywoodien, si on peut dire. On pourrait même qualifier ça de quétaine, mais c'est vraiment un film que j'ai apprécié. Donc, je vous le conseille fortement. C'est sûr qu'il est plus vieux, donc 1990, c'est pas un film qu'on peut trouver partout, mais sur Internet, je crois qu'on peut l'avoir. Juste vous renseigner, il est sûrement sur Netflix ou vous pouvez l'acheter sur YouTube. Alors, merci beaucoup et passez une très belle Saint-Valentin.